Préface. Avec les années, j'ai appris que l'on ne gagne jamais dans la vie en étant quelqu'un que l'on n'est pas. Que l'on ne réalise jamais ses rêves si l'on se contente de suivre le chemin qu'un autre a tracé pour soi. Je dis toujours à mon fils, sois pleinement qui tu es, sinon tu seras condamné à ne réaliser qu'une fraction de ton potentiel. Si tu es différent, alors sois différent et sois fier de l'être. Peu importe si ça ne plaît pas aux autres, ils ne sont pas faits pour toi. Il y aura toujours plus beau, plus intelligent, plus fort, plus riche, plus jeune que toi, mais il n'y aura jamais un autre comme toi. Car tu es unique. Anthony est de cette génération d'entrepreneurs connectés en permanence au réel. Il ne se soucie pas du regard des autres. Et n'attache aucune importance au fameux « sérail » français. Autodidacte, il a appris et adapté les codes du business contemporain pour devenir l'entrepreneur à succès que l'on connaît. Impatient, agile et jamais rassasié, il a une soif d'apprendre, d'échanger et de partager sans limite. En quelques années, il a enfoncé en un temps record toutes les portes qui se trouvaient devant lui. Tout comme moi, Anthony fait partie des 1% de chefs d'entreprise français qui se sont faits tout seuls. Sans aide ni aucun soutien. 1% en 2022, ce n'est pas normal. Dans cette époque qui s'accélère et où l'enseignement scolaire est en décalage total avec le nouveau monde, le récit d'Anthony Bourbon est une bouffée d'oxygène et d'espoir pour celles et ceux issus de toutes les diversités qui veulent sortir du moule et réaliser leurs rêves. Tapez le mot « résilience » sur Google, vous y verrez aussitôt apparaître le visage d'Anthony. Arthur, producteur, animateur. Prologue. J'aurais dû être contrôleur de train. C'était mon destin. On est cheminot de père en fils depuis tellement de générations dans ma famille que ça se transmet presque par les gènes. A priori, impossible d'y échapper. À supposer que je me sois soumis à cette condition, j'aurais tellement souffert, qu'un jour, je me serais mis à taper sur mon fils. Ma femme, quant à elle, aurait été représentante de commerce, se serait usé la santé dans son boulot et aurait été malheureuse à la maison. Parce que recevoir des assiettes en pleine tête le soir quand on rentre du travail, ce n'est pas la vie dont on rêve en se mariant. Vous l'aurez compris, c'est de mes parents dont je parle. Le gosse qui s'est pris des roustes, c'est moi. Jeune, je ne m'en rendais pas compte, mais quand on est pauvre, matériellement, intellectuellement, culturellement, on arrive d'autant moins à s'en sortir. La plupart du temps, on ne l'envisage même pas. On n'a pas d'ambition, pas de but dans la vie. À part peut-être la soumission. C'est presque un automatisme. Vous êtes l'inférieur, vous obéissez, il y aura toujours quelqu'un au-dessus de vous, la verticalité. Inéluctable. Insurmontable. Mais comme ça pèse, cette hiérarchie et la misère sociale qui va avec, on se venge sur ceux qui sont encore plus faibles que nous. Nos enfants, par exemple. Et si par hasard la chance nous sourit, on fait en sorte de la gâcher. C'est plus fort que nous. Il faut moisir dans sa condition. Surtout ne pas s'élever. Dans ma famille, on vivait en vase clos. À l'exception du frère de mon père qui nous rendait visite 2 fois par an, absolument personne ne venait chez nous. Le soir, c'était le JT de 20h que mes parents absorbaient comme une drogue. Sans réfléchir. C'était ça, notre fenêtre sur le monde. Une bande-annonce sordide d'une société qui s'effondrait, entre politiques menteurs, patrons voleurs, faits divers esséurants et causeries sans intérêt. Je me rendais bien compte que quelque chose n'allait pas. Il me fallait un électrochoc. Je l'ai eu. Très jeune, je me suis retrouvée à la rue. Foutue dehors. C'était le début de ma nouvelle vie. La rue, la galère, les poches trouées avec votre dernier billet de banque à l'intérieur, la faim, tout ça m'a fait comprendre très rapidement que je ne pourrais compter que sur moi. Vous pouvez me croire, c'est mieux que le JT. C'est d'une violence inouïe, mais au moins, ça vous sort de la passivité. Ça vous secoue, ça vous met dans l'action. C'est certain, il faut du temps pour donner du sens à ce qui, à première vue, ressemble à une énorme injustice, une de plus. Parce qu'au départ c'est normal, on prend ce genre d'épreuve comme un échec. Personne n'est préparé à se retrouver seul dans ces circonstances. Être à la rue, ce n'est pas uniquement ne plus avoir de toit. C'est ne plus rien avoir. L'expérience ultime de la solitude, de l'humiliation, de la fragilité. La haine vous consume, vous dirige. Elle vous aveugle,
vous fait faire les mauvais choix. Vous voulez vous venger tout de suite, alors que la véritable revanche demande des années et beaucoup de patience. Si Dieu existe, il m'avait vraiment donné les pires cartes possibles. Pas d'argent, aucun contact, rien. Mais malgré tout, je pouvais jouer. Je bluffais, je prenais des risques absurdes, j'échouais, beaucoup, mais je sentais que je pouvais finir par remporter la partie. Et puis, quand vous êtes une sorte d'animal fou qui vient de s'échapper du zoo, vous avez de l'énergie à revendre. Une vendetta à mener. Le tout, c'est de croire en soi. Se dépasser. Sans cesse. Ne jamais perdre espoir. Se projeter. Pour commencer, il faut canaliser l'énergie et les émotions qui débordent. C'est important de s'éloigner des personnes à problème, pathogènes, et de s'entourer de gens qui vous tirent vers le haut. Moi, ça a été Mélanie, ma sœur de cœur, ma partenaire de vie. Mélanie, je l'ai connue dans la galère, à 20 ans, quand je n'avais rien, que je n'étais personne. Mais pour la première fois de ma vie, quelqu'un me regardait avec bienveillance et croyait en moi. Elle était convaincue que je pouvais faire de grandes choses, que je pouvais changer le monde, changer mon monde. Ce soutien inattendu, presque irrationnel, a bouleversé mon existence. Mélanie raconte parfois que j'étais un diamant brut mal taillé et recouvert de poussière. Il fallait simplement que quelqu'un le ramasse et le fasse briller. Le parcours a été long, 5 ans pour changer, me réadapter, reprendre confiance. J'ai finalement trouvé le bon état d'esprit, ce que j'appelle le mindset, ce qui vous anime, ce qui vous fait avancer, c'est essentiel. Ça vous permet d'oser croire en vous, de décomposer vos rêves en étapes, de les matérialiser par l'acharnement, l'obsession positive, et finalement d'atteindre vos objectifs. Quand je parle des objectifs, je ne parle pas de matériel mais bien de sens. Le pourquoi de notre présence sur Terre. Le fameux why. Ce que nous allons faire de notre vie. Plus encore, ce à quoi nous allons la dédier, ce qui fait de nous plus qu'une simple enveloppe corporelle. Le why, ce n'est donc pas une Ferrari ni une Rolex, c'est le « pourquoi je vis ». À 20 ans, on a rarement trouvé la réponse. Mais on peut déjà apprendre à se découvrir, s'écouter, sourire à tout ce qui nous arrive, y compris aux pires situations. Plus on galère, mieux on est équipé pour tout surmonter par la suite. La misère, quelle qu'elle soit sentimentale, financière, familiale, vous prépare à prendre des coups. Et réussir, c'est ça, c'est prendre des coups. C'est un combat de boxe avec les autres, et, pire encore, avec vous-même. J'ai toujours gardé cet adage en tête, le loup ne court jamais le ventre plein. Seulement, quand vous venez d'en bas, on vous a appris à douter de vous. Pourtant, et j'en suis la preuve, pas besoin de sortir d'HC, de l'ESSEC ni de l'ESCP pour réussir. Jamais je n'ai poussé la porte d'une grande école, sauf, et c'est paradoxal, pour y donner des conférences. Je pourrais vivre dans un 200 mètres carrés parisien comme un gosse de riche, mais je suis bien plus heureux dans mon 50 mètres carrés à peine meublé. Je trouve mon confort dans l'inconfort, mon bonheur dans la simplicité. Mode de vie ascétique, avec le strict minimum. Ça me permet de rester connecté au vrai monde, de travailler et de me souvenir d'où je viens, la rue. Quand on a connu le manque, on est capable de se priver de tout pour ne manquer de rien. Alors, on est invincible. Aucune dépendance. Et surtout pas à l'argent. On est libre. Je ne suis pas devenu start-upper par vocation, par envie, grâce à ma famille ou à un réseau influent, mais uniquement avec ma fureur de vaincre, de changer les choses, de réécrire mon destin. C'est simple, je suis toujours à 200%. Puissance maximum. Aujourd'hui, j'ai investi dans plus de 40 startups. Ces projets sont très majoritairement portés par des jeunes qui, comme moi, ne sont pas des héritiers, ils sont mal nés, n'ont pas reçu d'argent ni de codes sociaux à la naissance. Ce qu'on leur a transmis, c'est ce réflexe de rester tout en bas de l'échelle. Sauf que, comme moi, ils veulent s'extraire de leurs conditions initiales. Et ils comprennent une règle essentielle, éviter la victimisation, qui conforte, rassure, mais ne sauve jamais. Se considérer comme une victime, c'est creuser sa tombe. N'importe qui peut réussir. La condition, c'est de mettre sa rage au service de la créativité et de se nourrir des valeurs essentielles que sont le travail, la passion, l'ambition, la détermination, la résilience. Alors, des chemins s'ouvrent en vous,
en dehors des voies classiques. Il faut les trouver, les défricher, pour soi et pour ceux qui suivront. Il faut se battre 2 fois plus, n'avoir peur de rien, honte de rien. Et surtout pas de l'échec, souvent viol, néanmoins nécessaire. Après, plus rien ne vous arrête. Vous êtes un bulldozer. Et tout ce qui se met en travers de votre route vous apporte de l'énergie et vous rapproche de votre promesse de vie. Qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon talent? Quelle est ma passion? Quel est mon moteur? Quels sont mes rêves? À quel point ai-je envie de les réaliser? Comment réussir à me dépasser? Le sens de notre vie se dévoile étape par étape et surtout au travers de nos déconvenues. J'ai eu la chance de générer beaucoup d'argent. Mais derrière la richesse, FID. Et mes investissements, il y a autre chose, une philosophie de vie liée au dépassement de soi. L'argent n'est pas une finalité mais une conséquence. Un moyen d'accomplir un objectif plus noble et plus élevé. Vous vous demandez quel est mon why? Changer le monde. Déclencher une révolution. Rendre le pouvoir au peuple. Secouer ce système vertical, élitiste et consanguin, fondé sur l'héritage et la cooptation. Permettre l'extraction sociale. Offrir la possibilité de faire mentir son destin. Mettre la méritocratie au cœur de la société. Parce que tous, chaque femme, chaque homme, nous avons un potentiel insoupçonné. Une réserve de puissance inouïe. Ensemble, nous allons forcer votre destin. Objectif Lune. Le monde, votre vie sont des territoires à explorer. Panorama. C'est l'histoire d'un homme qui ne sort pas d'HC. Et qui vient d'en bas. Résultat? À seulement 30 ans, il a des millions sur ses comptes, une société qui a levé 40 millions d'euros, des immeubles, des participations dans des dizaines d'entreprises, plusieurs avocats et des gestionnaires de fortune qui travaillent pour lui. Cet homme, c'est moi. La seule chose dont je suis fière, c'est de pouvoir être une preuve par l'exemple. De montrer que c'est possible. Je ne tire aucune gloire de l'argent, qui est une conséquence et non une finalité. Oubliez les Ferrari, les Rolex. Le moteur, c'est la passion, et non le désir d'impressionner les autres. Personnellement, j'ai préféré investir dans plus de 40 startups. Elles génèrent du rêve, écrivent des histoires, créent de la richesse nationale, des emplois, et puis, elles nous projettent dans l'avenir. Je suis investisseur dans la nutrition, la finance, l'assurance, la beauté, le sport, la mode, les produits ménagers, des sociétés B2B, le design d'intérieur, la pet food, mais aussi dans l'immobilier, la blockchain astérisque, les jeux vidéo, la biotech. Malgré tout, mon projet principal, c'est FID, la start-up que j'ai lancée en 2017. En 2 mots, c'est de la nutrition pour tous les moments de la journée, barre petit déjeuner, barre repas, barre protéines, barre énergie, barres immunité. Clairement, si quelqu'un m'avait dit ça quand je vivais sous les ponts, j'aurais eu du mal à y croire. Quoique. J'aurais sûrement répondu, pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Aujourd'hui, FID est une marque forte distribuée dans 5000 points de vente. Entre ceux qui travaillent pour ou avec FID, nous avons déjà employé près de 300 personnes. Dont 100 recrutés directement. Des jeunes majoritairement. Ils ne sortent pas de grandes écoles. Leurs parents ne sont pas PDG. Mais comme moi, ils ont envie de changer le monde. FID, une success story à l'américaine? Pas exactement, non. Avant FID, j'ai testé toutes sortes de métiers, l'immobilier, le trading, le commerce de montres ou de voitures. Même à la rue, je poursuivais mes études de droit. En 2016, je travaille beaucoup, voyage et ne trouve jamais le temps de bien manger. Je saute des repas, je me contente de club sandwich trop gras avec du soda trop sucré. Au bout d'un moment, je me sens comme vidée. Mon énergie s'étiole alors que mes activités m'imposent d'être au pic de ma forme. Je me dis que je ne dois sûrement pas être le seul dans cette situation. J'ai tellement de rêves à réaliser qu'il faut que je m'en donne les moyens physiques. Je réfléchis. Il faudrait trouver un truc, quelque chose simple qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin dans un format pratique. Je me lance donc ce défi, je me passionne pour la nutrition, je lis tout sur ce sujet. Mes trouvailles finissent dans un fichier Excel avec lequel je cherche la formule magique, l'équilibre idéal pour un humain.
Je tente des centaines et des centaines de combinaisons, je joue avec toutes les matières premières possibles et imaginables, pour en revenir à des basiques, flocons d'avoine, graines de sarrasin, farine de lin, pois, amandes, et je complète avec des vitamines, pour que la formule soit parfaite. Sur le papier, ça marche. Je fais des essais. Je fabrique des barres, comestibles, j'ai déjà motivé quelques experts, des visionnaires qui se sont joints à cette drôle d'aventure. Au début, évidemment, ce n'est pas bon. Tant mieux. Ça veut dire qu'il nous reste une énorme marge de progression. Et si ce n'est pas formidable au niveau du goût, au moins je n'ai plus faim après avoir mangé ma barre. Et je déborde d'énergie. J'ai trouvé le bon carburant. Il n'y a plus qu'à améliorer la recette. Avec les experts fous, motivés, déterminés et totalement rêveurs à mes côtés, j'optimise les formulations. En même temps, je communique autour de cette expérience. Je sais que pour que ça marche, il faut qu'on en parle. Et très vite, ça fait du bruit. Proposer des bars repas au pays de la gastronomie ne passe pas inaperçu, les esprits s'échauffent. Mes amis en consomment, en parlent autour d'eux. Quant à moi, je raconte mon histoire sur les réseaux sociaux, à la télé, et suscite l'intérêt. Tout confirme mon intuition, la foodtech est un sujet clivant, mais avec de l'avenir. De nouveau, je m'informe, je lis, j'écoute, je dévore tout ce qui touche à la problématique. Quand on se met sur une verticale, il faut en devenir un expert. Absorber toutes les informations disponibles. Faire l'éponge. Et des experts, il en faut de plus en plus dans mon équipe. Pour continuer mon aventure, j'ai donc besoin d'argent. Mais de beaucoup, beaucoup d'argent. Pas facile sans réseau. Mon père n'est pas millionnaire, CEO ni business angel astérisque comme la majorité des fondateurs parisiens, qui sortent de grandes écoles avec leurs propres incubateurs et fonds d'investissement. Mais je ne suis pas seule. J'ai Mélanie. J'ai mon équipe. J'ai la rage. J'ai envie de réussir. J'ai l'énergie. Et j'ai confiance en moi. Pourtant, souvent, quand on est né tout en bas de l'échelle sociale, on peut avoir le complexe du banlieusard. Une attitude négative. Un moment où on peut être tenté de renoncer. Où on va se rappeler ses origines et se dire, ce n'est pas pour moi. Je n'y arriverai pas. C'est trop gros. Les pauvres ne comprennent même pas qu'il est possible de s'extraire de leurs conditions initiales. Aldous Huxley le disait très bien, la dictature parfaite aura l'apparence de la démocratie, une prison sans murs dans laquelle les prisonniers ne rêveront jamais de fuir. Un système d'esclavage, où grâce à la consommation et au plaisir, les esclaves vont adorer leurs conditions 1. Au début, je n'ai aucun contact dans le monde des startups. Pas de capital de départ hérité de mes parents. Pas non plus de love money, quand votre cercle proche vous apporte un soutien financier. Rien. Cela ne m'arrête pas, j'envoie des centaines de mails pour expliquer mon projet. Journalistes, influenceurs, investisseurs, chercheurs, distributeurs, groupes industriels. Très peu de réponses. Mais à force d'insister, Digital Food Lab, une agence de conseil en nutrition, me propose de venir pitcher le lendemain à Paris pour un événement. Je suis à l'étranger, mais je sens qu'il faut saisir cette chance. Oui, ça arrive d'avoir de la chance, à condition de la créer, la forcer. Le plus compliqué reste souvent de la saisir. Je décale donc mes billets. Le pitch, c'est du théâtre. Il s'agit de convaincre en quelques punchlines de l'intérêt vital de son produit, le but est de captiver les personnes en face pour qu'elles se disent, vraiment, on ne peut pas laisser passer une affaire pareille. On doit démontrer qu'il y a un véritable problème à régler et une solution intelligente à proposer, pas uniquement pour soi mais pour la société. Je mets une belle énergie dans mon pitch et un investisseur présent dans la salle vient me voir après la présentation. Il me dit adorer cette détermination. C'est vrai, j'ai tout donné. C'est important d'être toujours au maximum de ses capacités. Pour ne jamais avoir de regrets. Mettre toute sa conviction au service de son idée. Parfait, l'investisseur est prêt à se lancer dans l'aventure. On se revoit. Je rencontre ses amis Business Angels lors de 3 rendez-vous. 500 000 € arrivent dans les caisses de feed, qui explosent. La croissance est telle que dans les mois qui suivent je lève 3 millions avec un fonds d'investissement. Puis 15 millions avec un autre en quelques mois. Et encore 15 millions l'année suivante.
Elle est loin l'époque où j'économisais pendant des jours pour m'autoriser un kebab à 3,50 €. Pourtant, ces moments sont toujours dans un coin de ma tête, et je garde mes réflexes d'ancien pauvre. Pas de dépenses futiles. Toujours respecter l'argent. Évidemment, le succès dérange. Feed. Sert de prétexte à un tollé général. Pour qui se prend-il, ce provincial sorti de nulle part, qui n'a jamais été dans une école de commerce, ni même dans un incubateur, et entend bouleverser les traditions culinaires françaises et lever des dizaines de millions? Mes détracteurs ne comprennent rien, je ne cherche pas à détruire la gastronomie. Feed propose une solution alternative à ceux qui, de toute façon, n'ont ni le temps ni les moyens de se préparer de bons petits plats tous les midis. Toute innovation passe par 3 stades. Elle est d'abord ridiculisée, puis violemment combattue, avant d'être considérée comme ayant toujours été évidente, Arthur Schopenhauer. Les exemples ne manquent pas, le smartphone, le surgelé, la voiture, le micro-ondes, louer son appart à des inconnus, Airbnb. Autour de Feed, la rumeur gonfle. Bad buzz. Ce qui est très positif pour la marque, car que ce soit en bien ou en mal, l'essentiel est qu'on parle de vous. Surtout au début de l'aventure, à un moment où la marque doit réussir à générer de la notoriété organique. Un sujet clivant peut vite devenir un tremplin. L'idée de Feed n'a jamais été d'opposer l'alimentation traditionnelle et la smart food astérisque, mais plutôt de les associer, dans une vision globale de nutrition équilibrée, on ne mange pas les mêmes choses au même moment. Feed n'a évidemment pas vocation à tout remplacer, notamment ces moments de plaisir partagés en famille, en couple ou entre amis. Mais il y a un temps pour tout, un pour s'asseoir autour d'une table d'un restaurant étoilé, un autre pour parer au plus pressé lorsque l'on est en déplacement, dans une salle de sport, voire au travail à l'heure du déjeuner. Dans le feu de l'action, c'est quand même pratique d'avoir un feed dans sa boîte à gants ou dans son tiroir plutôt qu'un kebab bien gras et dégoulinant. Les haters se calment, et ceux qui nous critiquaient au début nous proposent des partenariats rémunérés. Donnez assez aux influenceurs et ils vendront de faux livres, 100 pages, juste pour la déco, et des lumières censées vous blanchir les dents, histoire vraie. En parallèle, Feed réalise plus de 10 millions de chiffres d'affaires dès la 3e année. Mais ce n'est pas le plus important. La clé, pour toujours se dépasser, c'est d'apprécier le process, le voyage. Devenir le meilleur de son domaine. Adorer apprendre. Être une éponge, souvenez-vous. Une éponge qui rêve très grand. Maîtriser sa verticale, et oser être ambitieux. À une époque de ma vie, j'achetais des montres pour les revendre. Je les avais étudiées pour comprendre comment elles fonctionnaient. Et je l'ai su, très précisément. Je connaissais par cœur le mécanisme horloger des Rolex Gamme Pro, des Audemars Piguet Royal Oak Extracine, des Patek Philippe Nautilus. Idem pour les voitures, quand j'en ai fait le commerce, idem pour les startups dans lesquelles j'ai investi. Idem quand je rentre dans la blockchain. J'ai tout dévoré sur ce sujet et les crypto-monnaies. J'y ai gagné beaucoup d'argent, perdu des sommes indécentes, mais surtout j'ai appris, et ma soif de connaissance continue de grandir. Maîtriser sa verticale à la perfection est une des clés de la réussite. Vous saurez réagir rapidement, votre passion vous portera, les gens penseront à vous. Ma chance, c'est d'être passionné par un tas de choses différentes. Quand je parle de « vertical », cela ne renvoie pas nécessairement au business. Le business est mon domaine, le vôtre peut être l'écologie, l'art, le sport, la psychologie. L'idée, c'est d'exceller dans le secteur qu'on s'est choisi. Créer de la valeur à l'aide de sa passion. Vous vous dites peut-être que cela n'est pas pour vous, la réussite s'apparentant à une montagne infranchissable, que seule une élite déjà au sommet pourrait atteindre. Vous vous trompez. Accepter d'être une victime, c'est ouvrir la porte de son tombeau. Ça paraît simpliste, mais il faut bien garder cela en tête. Si vous ne prenez pas votre destin en main, d'autres s'en chargeront et façonneront votre soumission. Vous connaissez Calimero, le dessin animé qui a eu son heure de gloire au siècle dernier? Ce poussin noir très mignon qui passe son temps à se plaindre, c'est vraiment trop injuste. Calimero se voit comme une victime du destin qui conspire contre lui. Bien sûr, quand on est sans argent, sans culture et sans codes sociaux, on peut se sentir démuni. Mais cela n'empêche pas de croire en ses rêves même si la route peut ressembler à un parcours d'obstacles.
Vous y croiserez sans doute des fossoyeurs de rêves. Ceux qui ne croient en rien et ne vivent que pour démotiver les autres. Passez votre chemin. Ne tentez pas de les convaincre, nourrissez-vous de leur défiance, embrassez vos échecs et prenez confiance en vous. Votre ambition? Visez la lune. Bien sûr, il y a peu de chances de l'atteindre. Mais vous aurez mis la barre si haut que vous arriverez à quelque chose. Mieux vaut avoir envie de devenir Bernard Tapie, petit rat de l'opéra, spéléologue ou réalisateur de films que d'absorber passivement les images du JT de 20 heures. Aussi n'ayez pas honte d'avoir de l'ambition. C'est une question de survie. Car l'ambition est un des secrets de la réussite. Rêver, oser aller au bout, même si cela semble irréalisable. Impossible, ne fait pas partie de votre vocabulaire. Vous direz plutôt, quasiment inconcevable. C'est dans le « quasi » que vous trouverez la brèche où vous engouffrez pour déclencher des miracles. Il faut y croire comme au Père Noël. Enfants, nous avons tous la faculté de nous émerveiller. Ce n'est pas parce que le Père Noël n'existe pas et que la société est gangrenée qu'il faut la perdre. Le monde, votre vie sont des territoires à explorer. Je préfère de loin la figure inspirante de Sangoku dans Dragon Ball Z, qui consacre sa vie à s'entraîner pour s'améliorer. Il est heureux quand un adversaire plus fort que lui se présente. Il n'est pas dans la jalousie. Au contraire, c'est un nouveau défi qui le pousse à se surpasser. Il reste concentré sur sa vie, sur le cap qu'il s'est fixé et qu'il a lui-même établi. Quand j'étais gamin, je voulais faire de grandes choses, du business, notamment. Pour cela, j'essuyais bon nombre d'insultes, mais le petit, con de capitaliste, n'en démordait pas. Anthony, pourquoi tu ne veux pas être cheminot comme ton père, alors que c'est une garantie totale de sécurité? Tu n'as pas honte? Même quand j'étais à la rue, je savais qu'un jour je serais riche. Pas forcément en termes d'argent. Mais j'avais l'intime conviction que je serais épanoui, que je réussirais. Ma famille me reprochait cette obsession. Ils avaient mis au monde un fils unique pour qu'il se satisfasse de sa condition. Pas question de prendre l'ascenseur social, non, et de trahir sa classe sociale. De devenir un transfuge. La classe, c'est presque une race. Un stigmate. Quand je suis montée dans l'ascenseur, je n'étais même pas au rez-de-chaussée, mais au 3e sous-sol. Rien pourtant n'aurait pu m'empêcher d'appuyer sur le bouton du dernier étage, et de grimper tout en haut du gratte-ciel. Personne, pas même ma famille. L'ascenseur ne marche pas? Il marche mal? Et alors? Prenez l'escalier de secours. Est-ce que vous ne le méritez pas autant, sinon plus, que ceux qui sont nés tout en haut de la tour, avec une belle terrasse? Je rencontre souvent des jeunes qui, sous l'influence de leurs parents, se contentent, au mieux, d'un rez-de-chaussée, parce que c'est déjà mieux que le 1 où ils sont nés. Certains nous disent, pendant des entretiens d'embauche, j'aimerais me lancer mais mes parents me conseillent de m'engager à la poste. Je me rappelle une jeune femme de 25 ans, très motivée, ambitieuse, avec un bel état d'esprit, bref, parfaite. Elle avait vraiment envie de tout donner, et de se propulser. On lui propose de nous rejoindre chez FID. Elle repart ravie, avec ce sentiment grisant d'avoir trouvé le bon chemin, celui qui vous amène, petit à petit, à prendre conscience de votre véritable potentiel. C'est excitant, mais c'est aussi vertigineux, je suis en route vers un accomplissement que j'ai choisi toute seule. Avoir de l'ambition, c'est en effet accepter une grosse responsabilité. Après avoir été sous la dépendance de quelqu'un, vous vous réveillez un matin totalement libre. Plus personne ne décide pour vous. Il va falloir assumer. Le lendemain matin, justement, elle m'appelle pour me dire que ses parents pensent que l'idée n'est pas bonne. Selon eux, une start-up, c'est trop risqué. Mais quand doit-on les prendre, ces risques, si on ne le fait pas à 25 ans? Et jusqu'à quand faut-il obéir à des parents qui souvent sans s'en rendre compte vous empêchent de vous épanouir et de vivre vos expériences parce qu'ils vous surprotègent? Avoir de l'ambition, c'est être un cow-boy, une cowgirl au passage, je souligne que 60% des employés de FID sont des femmes, que je trouve souvent bien plus courageuses que les hommes. Quand on part à la conquête de l'Ouest, il faut s'affranchir de ses attaches et de ses peurs. Avant même que vous ayez commencé, on vous dira que c'est impossible. Réussissez, et vous serez jugé. Foncez quand même. Et prenez votre revanche. Impose ta chance,
serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder ils s'habitueront, René Char. Ne pas perdre le fil rouge. Le fil rouge, c'est le rêve à long terme. Le why. Mais pour réussir à atteindre cet objectif final, il faut progresser en plusieurs étapes. Sans précipitation, sans comparaison ni esprit de compétition. Chacun prend le temps nécessaire. Le vrai plaisir, on ne le trouve pas en réalisant l'objectif, mais dans le process. Mon objectif final, mon fil rouge, je l'ai trouvé assez jeune, grâce à l'adversité, la rue fait grandir très vite. Il tient en une phrase, mettre la méritocratie au cœur de la société. On pourrait aussi le résumer en un seul mot, révolution. Très jeune déjà, je veux changer le monde. Faire la révolution. J'aime bien changer les choses partout où je passe. Chez moi, ne pas devenir cheminot était une révolution en soi. Une micro-révolution, mais une révolution quand même. Dans ma famille, on a toujours travaillé dans ou sous les trains. Suivre cette voie ne m'a jamais traversé l'esprit. Inenvisageable. J'ai fait des études de droit. Pour le comprendre et le tourner à mon avantage. Sous certains angles, le droit est une vaste escroquerie. Inventé par les puissants, pour les puissants, complètement déconnecté de la réalité de notre temps. Le monde est un océan agité, et nous sommes des barques qui tanguent, dirigées par le courant. Les gens y sont balancés au hasard, certains dans des zones de grosses turbulences, d'autres dans des coins plus calmes, certains avec des boussoles et des pagaies, d'autres sans rien. Évidemment, ceux qui ont la chance d'être bien équipés s'accommodent mieux de la situation que les malchanceux. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. Et encore moins que ceux qui n'ont rien vont couler. Parce que l'essentiel, ce n'est ni la boussole, ni les pagaies. C'est le cap, décider de la direction à prendre. Vous n'avez pas de boussole? Regardez le ciel, le soleil et les étoiles vous orienteront. Vous n'avez pas de pagaie? Utilisez vos bras. Et surtout prenez la décision, définitive et irrévocable, que vous allez vous mettre en route, et avancer, à contre-courant si nécessaire. Toujours pour atteindre un but. Et en ayant bien en tête que vous allez y laisser toute votre énergie, mais que les échecs ne serviront qu'à renforcer votre détermination. La peur de l'échec est à l'origine du train-train où beaucoup sont enfermés, parfois sans en avoir conscience, métro boulot dodo. On accepte d'être un zombie. On a perdu le contrôle de sa vie. C'est un manque de respect pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre à notre époque, dans un pays civilisé, ou qui ont des maladies graves. Ce qui m'a aidé, ce sont mes sources d'inspiration, que je n'ai pas peur de revendiquer, Gordon Gekko, Elon Musk, Bernard Tapie. Quand je les voyais, j'aspirais à porter les mêmes costumes, symboles de puissance et d'invincibilité. Plus la vie m'écrasait, plus je m'imaginais dans cette armure, taillée sur mesure dans un tissu italien. Mes proches me disaient, mais n'importe quoi, tu mettras des bleus de travail comme tout le monde. Jalousie. Tu ne vas quand même pas sortir de la fosse, Anthony, pas question, on va t'enterrer vivant avec nous. Atroce. N'être pauvre, ce n'est pas seulement ne pas trouver d'aide pour s'en sortir et réussir sa vie. C'est aussi être retenu dans le trou parce que cela rassure ceux qui y sont coincés, les console de leurs propres échecs. Ils n'y sont pas arrivés, vous n'allez pas vous mettre à réussir. Reste avec nous. Cette reproduction sociale n'existe pas que chez les pauvres. C'est partout pareil. Si votre père est médecin, il va sans doute vous imaginer de même, et vous pousser, consciemment ou pas, dans cette direction. Idem dans le droit, avocat, notaire. Cette capitulation vous suivra toute votre vie et vous affectera profondément. Vous aurez choisi une vie pour satisfaire vos parents. Pourtant, qui mieux que vous peut savoir ce dont vous avez vraiment envie? La société muselle nos ambitions. Surtout ne changez rien à l'ordre du monde. Le déterminisme social, c'est si rassurant. Et ce sentiment de sécurité factice n'a pas de prix. On affiche des vies, des sourires qui ne sont pas les nôtres, suivant des prescriptions sociales à l'opposé de nos envies. Simplement parce qu'on ne se fait pas assez confiance. N'oublions pas, les proches souvent nos parents ne sont pas forcément des modèles. Se priver de tout pour ne manquer de rien. Nos parents sont souvent les pires conseillers, et cela même parce qu'ils nous aiment du moins, la majorité d'entre eux. Et au nom de cet amour, ils n'hésitent pas à nous aiguiller,
en dépit de nos aspirations, vers des métiers qui nous offrent une situation stable et confortable. Ils nous suggéreront de devenir fonctionnaires, de faire du droit, de la médecine, alors que nous rêvons d'élever des autruches en Afrique du Sud. Ils ne tiendront pas compte de nos passions et ils seront ravis de nous voir signer un CDI, travailler dans le cabinet d'Axe en grave côté, faire de notre vie tout ce qu'il y a de plus classique, raser les murs et ne rien laisser dépasser, parce que notre conformisme leur permettra de nous garder près d'eux, d'exercer leur emprise et parfois leur toute-puissance. Pourtant, l'ambition se nourrit d'indépendance et d'humilité. Elle doit vous aider à vous émanciper et à couper les liens de vos attaches financières. En 2 mots, à ne plus être tributaire de vos parents. Mieux vaut se payer seul une colocation en banlieue plutôt qu'habiter à Paris dans l'appartement familial. Parce que vous ne pourrez jamais vous en extraire. Chaque jour qui passe vous rendra plus asservi. Et vos rêves s'étioleront. L'objectif n'est pas d'accumuler de la richesse, mais de faire de sa réussite une arme. Un levier. Pour son why, le sens de sa vie. Bien sûr, j'ai du plaisir à observer mon patrimoine augmenter. Je me lève le matin et je le vois vivre et croître. Mais je n'y suis pas attaché. Mon argent, je le place uniquement dans des investissements risqués. Je peux tout perdre du jour au lendemain. Mais le milliard d'euros que j'aurai avant mes 40 ans m'aidera à réaliser mon grand projet. Changer le monde pour que chacun y trouve sa place demande de l'argent. Et de la légitimité. Qu'on obtient en réussissant dans son domaine. Voilà, pour changer le monde, il faut être crédible. Pour réaliser ses ambitions, il faut se rendre légitime à les porter. Quand on est né pauvre, on sait de quoi on parle. Et on n'oublie jamais la valeur de l'argent, le temps passé à le gagner, la pénibilité à constituer un patrimoine. Encore une fois, quel que soit votre domaine, fixez la barre le plus haut possible. Dans le mien, le business, je ne me suis jamais dit, j'espère créer une société et la vendre un jour 10 millions. Non, je ne me suis pas fixé de limite. J'ai créé une entreprise qui vaut des dizaines de millions. Mais elle aurait pu valoir des milliards. Donc frustration. Mais j'ai appris, et je ferai mieux la prochaine fois. La frustration, c'est le moteur. Elle nous pousse à nous dépasser. Mon objectif final pouvait paraître inatteignable, mais c'est mon but ultime, et pour y parvenir je me suis fixé des paliers à court terme. Faire 1 milliard est un objectif intermédiaire, qui me permettra de l'atteindre. L'objectif à court terme, c'est aussi prendre du plaisir chaque jour à voir son ambition se réaliser, nouveaux projets d'investissement, nouveaux recrutements, feed. Qui se développe, classique qui consiste à toujours avoir plus, au lieu d'être mieux ou d'être bien, tout simplement. Je suis toujours étonné, quand je vais dans des grands magasins, la Samaritaine ou les Galeries Lafayette, de voir tous ces gens acheter, souvent à crédit, des produits de luxe dont ils n'ont pas besoin, société consumériste oblige. Pourtant on voit immédiatement qu'ils ne roulent pas sur l'or, mais ils achètent des objets ruineux avec des logos de marque leur faisant au passage de la publicité gratuite en pensant impressionner le reste du monde. Je n'ai pas de logo sur mes vêtements. Je porte des t-shirts blancs presque tous les jours. Cela peut sembler excessif, mais mon cerveau m'en est reconnaissant, une décision au moins à prendre chaque matin. Votre t-shirt coûte 20, 50 ou 500 euros. Qui s'en soucie? Vous l'achetez pour vous, pas pour les autres. Cette capacité à la discrétion, je l'observe chez les gens aisés. Les vrais riches ne postent pas des vidéos de leur voiture sur TikTok. Ni de stories de leurs dernières vacances sur Instagram. Pas besoin d'impressionner. Ils n'ont rien à prouver aux autres. Vous non plus, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit d'autre qu'à vous-même. Pour ma part, je peux encore m'améliorer, mais je me rapproche d'un idéal, j'accumule beaucoup d'argent sans en avoir besoin. Je vis dans un petit appartement à peine meublé. Je peux partir du jour au lendemain, je n'ai pas la moindre attache à ce lieu de vie. Ni même de canapé parce que je n'en vois pas l'intérêt. Je me lève, je travaille, je vais dormir. Pas de métro boulot dodo, mais plutôt travail, passion, résilience. Dans ce décor, existe le canapé. Si j'ai besoin de me changer les idées, je sors de chez moi. Plus on s'habitue à n'avoir besoin de rien, plus la vie est simple. Dans mon frigo et mes placards, je n'ai pas de café, jus d'orange, thé ni chocolat.
Je bois l'eau du robinet en ajoutant une pointe de vinaigre de cidre dans ma gourde depuis que j'ai investi chez Archie, une start-up qui en produit. Ça me suffit. J'ai juste acheté un très bon lit, pour bien dormir, et du matériel adapté pour mon bureau, grand écran 49 pouces, clavier ergonomique, souris verticale. Je suis en forme, et je fais du sport. Les basiques. Pas de drogue. Pas d'alcool. Pas de dépendance bizarre. Ça permet d'avoir un équilibre optimal pour atteindre sa mission de vie.